J'ai le plaisir d'accueillir en plateau Caroline Sportes, Guillaume Bensoussan et Mathias Inbar. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Pour introduire le premier thème de cette émission, je vous propose d'écouter Antoine Lard, notre correspondant aux États-Unis. Oui, alors vous savez qu'au départ, l'un des objectifs de l'opération Epic Fury, c'était précisément de faire tomber le régime et d'obtenir un changement de régime en Iran. Donald Trump espérait trouver quelqu'un à l'intérieur du système qui se retourne contre les mollahs et qui fasse allégeance aux États-Unis. Et on apprend aujourd'hui par le New York Times que les Américains et les Israéliens d'ailleurs avaient trouvé un candidat pour tenir ce rôle. Il s'agit en l'occurrence de Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien président iranien, et donc américains et israéliens avaient élaboré tout un plan pour le libérer et le placer à la tête du pays. Seulement voilà, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Ahmadinejad manifestement a été blessé dans cette frappe qui a détruit en partie sa maison, et très rapidement Ahmadinejad s'est rendu compte qu'il était impossible pour lui de prendre les commandes du pays. Ce plan a donc capoté. Quelle est selon vous la crédibilité de cette information du New York Times ? Guillaume. Alors moi, je fais partie de ceux qui s'étaient chaudement réjouis quand on avait appris justement qu'il était peut-être mort, parce qu'on se souvient des déclarations qu'Ahmadinejad avait fait à l'encontre de l'État d'Israël, le cancer sioniste qu'il fallait éradiquer. Donc quand j'ai lu cette nouvelle le du New York concours de Times, caricature de la Shoah, c'était aussi Ahmadinejad. Absolument. On se souvient aussi de cette grande affiche qui avait été postée à la sortie de Téhéran, qui mettait un décompte, vous vous souvenez, un compte à rebours avant l'extermination de l'État d'Israël. Exact. Donc, quand on voit qu'Ahmadinejad est mort, on ne peut que se satisfaire. Et quand on lit donc l'article du New York Times, on a la mâchoire qui se décroche. Et que se passe-t-il ? Est-ce que finalement c'était un agent double, un agent triple ? Est-ce qu'il avait joué un rôle fantastiquement élaboré depuis tant d'années ? C'est très difficile à croire, moi, je trouve, Mathias, de se dire que Ahmadinejad, en fait, nourrissait peut-être même de loin pas une sympathie, mais en tout cas une forme de modération vis-à-vis de l'État d'Israël, au vu du mandat qui avait été le sien. Je vous propose maintenant d'écouter le vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Nous avons ici l'occasion, je pense, de redéfinir la relation qui existe entre l'Iran et les États-Unis depuis 47 ans. Et en parallèle, les Iraniens continuent de proférer des menaces. On voit, il y a ces négociations en coulisses, le Pakistan qui fait pression, mais tout de même des déclarations belliqueuses du côté iranien. Du côté américain, ça souffle le chaud et le froid en fonction des déclarations et des états d'humeur de Donald Trump. Les États-Unis sont dans leur rôle de protection, de gendarme, face à un clan, les gardiens de la Révolution, qui essayent absolument de survivre, qui sont complètement étranglés économiquement, mais qui essayent de prouver qu'ils existent encore. Puis les Iraniens sont en train de nouveau de se réarmer. C'est extrêmement compliqué parce que les Pakistanais jouent un double jeu. Guillaume, et pour rebondir sur ce que vous dites, Mathias, Trump a fait un tweet récemment, ou une allocution, où justement il dénonçait la manière dont les Pakistanais et les Iraniens formaient cette forme de collusion. C'est-à-dire qu'il y a des négociateurs qui sont à Islamabad. Ils disent « on a enfin réussi à trouver un accord après la 12e, 13e, 14e fois ». Et dès le lendemain, ceux qui sont en Iran disent « nous dénonçons l'accord ». Et ça fait que c'est un manège comme ça, infernal, où finalement c'est très difficile de croire les Iraniens. Il n'y a pas de médiateur neutre. De son côté, le président chinois Xi Jinping a averti mercredi, lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, qu'une reprise des combats au Moyen-Orient serait inopportune, alors que le président américain Donald Trump a menacé, on vient de le dire, la veille, de relancer les frappes américaines contre l'Iran. Selon Xi Jinping, la région du Golfe se trouve à un moment charnière entre guerre et paix. Le dirigeant chinois appelle à un arrêt total de la guerre et estime que la poursuite des négociations est désormais plus essentielle que jamais. Guillaume, une réaction à ces déclarations du président chinois et après on avance. Bien, très simplement, je pense que le président chinois a tout intérêt à ce que le détroit d'Ormuz soit débloqué. Donc par conséquent, lui, il a un double objectif. D'un côté, le fait que l'Amérique s'embrase et soit justement dans ce rôle de puissance qui tombe, tandis que la Chine est la puissance ascendante. Donc, si l'Amérique perd en puissance et que ça peut permettre à la Chine finalement de clamer ce leadership, c'est tout bon pour lui. Maintenant, si effectivement le détroit d'Ormuz reste longtemps fermé, comme les Américains ont finalement compris qu'il fallait qu'ils le fassent après un certain nombre de semaines de guerre,
eh bien, ça finira par lui poser problème. Et je crois que c'est le jeu que joue Donald Trump. Les gardiens de la révolution n'ont aucune idéologie. Ils ne se suffisent qu'à eux-mêmes, comme les Chinois se suffisent à eux-mêmes. Enfin, ils sont quand même approvisionnés par la Chine, qui a promis de ne plus le faire à Donald Trump, apparemment. Et ils gagnent, et les gardiens de la révolution gagnent énormément aussi auprès des Chinois. C'est un échange de bons procédés. Et il faut dire que la Russie trouve son compte aussi, parce que quand le baril de Brent explose, eux, du coup, finalement, ça permet de remplir les caisses qui sont relativement vides depuis le début de la guerre en Ukraine.